Chères étudiantes et chers étudiants, troisième et dernière partie de ce cours numéro 3 consacré aux relations internationales de 1871 à 1914. Nous nous intéressons maintenant à la dernière partie chronologique de cette tranche d'histoire, c'est-à-dire la partie qui va de 1908 à 1913, que j'ai intitulée, vous le voyez sur ce plan que je vous remontre une dernière fois, le temps des épreuves de force. Alors, il ne s'agit pas ici de faire une histoire téléologique qui tendrait à vous dire que tout était inscrit d'avance et que la guerre de 14-18, la Grande Guerre, était inéluctable dès 1908, mais malgré tout, vous allez voir qu'il y a une gradation, je dirais, des tensions internationales, ressenties d'ailleurs par les Européens dans cette période-là, et qui font craindre une conflagration qui finira effectivement par avoir lieu en 1914. Alors, dans une première sous-partie, je vais évoquer devant vous la réouverture de la question balkanique et vous emmener jusqu'à ce que l'on a appelé la crise d'Agadir, qui est une deuxième crise marocaine, après la crise de 1905, dont nous avons parlé tout à l'heure dans le Grand 2, qui était la crise de Tanger. Une deuxième conférence internationale, après celle de 1899, pour essayer de faire retomber la pression internationale, a lieu à La Haye. Une deuxième conférence pour la paix, elle est organisée en 1907, mais elle n'a pas plus de succès que la première, je serais même tenté de dire elle en a beaucoup moins. En effet, le partage colonial du monde est quasiment inachevé, achevé, excusez-moi, quasiment achevé, comme je vous en reparlerai dans l'avant-dernier cours, le 11e de nos 12 cours. Et l'Europe et ses problèmes reviennent donc désormais au cœur des préoccupations des puissances, des grandes puissances européennes. Et le continent va entrer alors, à ce moment-là, année 1907-1908, dans un cycle de crise et de surenchère qui va rendre très pressante la menace d'une grande conflagration, d'une grande guerre. Alors, premier point, si vous voulez, dans cette sous-partie, la complète déliquescence désormais de l'Empire ottoman. On avait vu qu'elle était très entamée depuis le premier 19e siècle, mais elle prend des grandes proportions et elle incite les minorités qui composent cet empire à se soulever les uns après les autres. On évoquait dans la partie précédente la Crète, hein, par exemple. Hein. Eh bien, ça incite également les États voisins à essayer d'en tirer profit. Les Balkans, où la domination turque a toujours été mal admise par des peuples qui sont des peuples chrétiens, mais où les religions s'entremêlent allègrement, car depuis l'occupation ottomane, depuis qu'elle existe, les musulmans sont aussi extrêmement nombreux, pardon, et la situation en fait est un petit peu inextricable, hein, inextricable. Dans certains villages, vous avez les deux communautés, voire 3, 4, 5 communautés religieuses qui cohabitent et différentes nationalités, eh bien, cette zone des Balkans devient, dans ces années-là, les années 1907-1908, une véritable poudrière. Lorsqu'à l'été 1908, le sultan se voit imposer un contrôle international sur la Macédoine, où règne depuis une décennie une sanglante anarchie, le parti d'opposition qui vient de se constituer, qui s'appelle lui-même les Jeunes Turcs, va déclencher à Istanbul une révolution. Et de ce fait, du fait de l'anarchie qui règne dans la capitale de l'Empire ottoman, eh bien, les minorités nationales vont en profiter pour s'agiter encore plus. En octobre suivant, en octobre 1908, l'Autriche-Hongrie va prendre ce prétexte de l'anarchie qui règne à Istanbul pour carrément, elle en avait la tutelle, pour annexer la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, qui avait des visées sur la Bosnie-Herzégovine, mais aussi la Russie, de ce fait, vont protester contre cette annexion austro-hongroise et menacer de faire la guerre à l'Empire d'Autriche-Hongrie. Alors la France se doit d'intervenir pour faire reculer ces deux alliés. Vous voyez que là, il y a un véritable problème. C'est alors que va ressurgir la question marocaine.
Au début de l'été 1911, l'Allemagne va envoyer une canonnière devant le port d'Agadir, dans le sud marocain, pour, je dirais, marquer son territoire. Elle entend en réalité obtenir des compensations pour le cas où la France achèverait d'établir son protectorat sur le Maroc. Les choses sont déjà en cours. Un accord va finir par être trouvé en novembre 1911 entre les deux pays. Paris va céder à Berlin une partie du Congo français, c'est ce qu'on appelle le bec de canard camerounais. Et en échange, eh bien, elle aura une liberté complète d'action au Maroc. Cependant, la tension demeure très vive de part et d'autre du Rhin. Les opinions publiques, en effet, considèrent que leurs gouvernements respectifs ont reculé. Si vous voulez, on voit à Paris comme à Berlin le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. En janvier 1912, Raymond Poincaré, qui est un Lorrain, eh bien, qui est très peu favorable à l'Allemagne, bien évidemment, en tant que Lorrain, devient président du Conseil en France. Et parallèlement, le gouvernement allemand fait voter des lois militaires. Donc, si vous voulez, là, on a deux signes qui montrent une tension croissante. Alors, je voudrais maintenant, dans un deuxième temps, vous évoquer le conflit italo-turc et voir comment de ce conflit italo-turc on va déboucher sur ce que l'on a appelé les guerres balkaniques. Les Italiens profitent du fait que tous les regards ont été tournés vers le Maroc dans cette année 1911 pour s'emparer de la Tripolitaine, qui est l'une des deux parties qui composent ce que l'on appelle aujourd'hui la Libye. Libye d'ailleurs qui est en voie de redécomposition, si j'ose dire, hein, vous le savez tous, depuis la chute de Kadhafi. Ils vont donc s'emparer de cette partie, de cette région autour de Tripoli, au nord de l'Afrique qu'on appelle la Tripolitaine, et qui appartenait au sultan. Hein, ils le font à l'automne 1911. Il va s'en suivre une guerre entre Istanbul et Rome qui très rapidement va tourner à l'avantage des Italiens. Et en 1912, l'Empire ottoman va être contraint de reconnaître à l'Italie non seulement la possession de la Tripolitaine, mais également de la région voisine qui s'appelle la Cyrénaïque. Et la Tripolitaine et la Cyrénaïque composent la Libye. Ils vont composer la colonie italienne de la Libye. C'est là en fait que le pays d'une certaine façon est né. Mais plus important pour nous, la rapidité et l'ampleur du renoncement de la Turquie, de l'Empire ottoman, qui s'explique parce que celle-ci doit se préoccuper au même moment d'un plus grave assaut, montre la complète déliquescence de cet État ottoman. Et en effet, il y a au même moment une situation beaucoup plus grave sur le continent européen. Le gouvernement des jeunes Turcs applique, il faut le dire, un programme nationaliste qui cherche à endiguer cet éclatement de l'Empire. C'est en grande partie pour ça que les jeunes Turcs, en fait, pour des considérations de maintien de l'Empire ottoman et de considérations géostratégiques, qu'ils ont pris le pouvoir davantage que de considérations qui seraient plus proprement politiques ou économiques et sociales. Et ils le font, ils ne sont pas du tout progressistes, hein, ces jeunes Turcs, hein, en tout cas vis-à-vis des peuples dominés, ils le font au prix d'une répression extrêmement sanglante et d'une turquisation accélérée telle qu'on n'en avait pas connu sous l'Empire ottoman du temps de sa splendeur. Alors cette politique est suivie dans toute sa rigueur dans une région qui focalise alors l'attention de la communauté internationale, c'est la Macédoine. Et les États de la région, la Serbie, le Monténégro, la Grèce, la Bulgarie, vont constituer ce que l'on a appelé, à ce moment-là, nous sommes au printemps 1912, une ligue balkanique pour libérer leurs frères slaves macédoniens
mais également pour essayer bien sûr de tirer profit de la situation de cette déliquescence de l'Empire ottoman. Les coalisés, nous sommes en octobre 1912, hein, vont sortir victorieux sur tous les fronts au bout de quelques semaines d'affrontements. Et fin mai 1913, l'Empire ottoman va perdre toutes ses possessions d'Europe, à l'exception d'Istanbul, situé, vous le savez, aux trois quarts en Europe, hein, de part et d'autre du Bosphore, cette ville très particulière, et une partie en Asie, mais une grande partie en Europe, et des détroits et de la région occidentale. Eh bien, donc, en fait, l'Empire ottoman perd quasiment tout ce qu'elle a en Europe. Cependant, le sort de la Macédoine divise les vainqueurs, comme on pouvait le supposer, et la coalition se disloque. Et en juin 1913, les Bulgares, qui sont encouragés en sous-main par Vienne, essaient, par une attaque éclair, d'écraser leurs anciens alliés serbes, monténégrins et grecs, qui sont devenus, en fait, vous l'avez compris, leurs rivaux. Ils vont être repoussés. Les Roumains se mêlent d'ailleurs également de l'affaire du côté des Grecs, des Serbes et des Monténégrins. Et les Bulgares finissent par être abandonnés par l'Autriche et sont finalement contraints de capituler. Alors cette deuxième guerre balkanique s'achève par un traité, qui est le traité de Bucarest du 10 août 1913, qui confirme d'une part le démantèlement de la Turquie d'Europe, mais qui d'autre part réduit les gains de la Bulgarie de la première guerre balkanique au profit de ses vainqueurs, c'est-à-dire au profit de la Grèce, au profit de la Serbie, du Monténégro et de la Roumanie. Alors, nous allons terminer en examinant dans une troisième et dernière sous-partie eh bien, l'élargissement des blocs et d'une certaine façon la course à la guerre. En effet, premier point, il y en aura trois si vous voulez dans cette dernière sous-partie. Le rétablissement de la paix dans les Balkans est extrêmement précaire. Pourquoi? Eh bien parce que la Bulgarie et la Turquie, ça peut se comprendre d'une certaine façon, n'acceptent pas du tout leur défaite. L'Italie et plus encore l'Autriche-Hongrie ne peuvent se satisfaire non plus du traité de Bucarest, qui favorise totalement la Serbie. De son côté, la Russie ambitionne toujours d'obtenir l'ouverture des fameux détroits et est plus décidée que jamais à soutenir la Serbie, son allié slave, son allié orthodoxe, en cas d'agression autrichienne. Quant à la France et à l'Allemagne, qui étaient totalement désintéressées jusque-là des querelles balkaniques, elles se sont passionnées pour les deux guerres, comme l'historiographie l'a encore prouvé récemment par des études. Les Serbes s'étaient équipés de leur côté en canons français et les Turcs, dont l'armée avait été modernisée par des officiers et des conseillers techniques allemands, avaient acheté leur matériel de guerre eh bien, en Allemagne, justement. Donc, vous voyez, par, on va dire, belligérants interposés, c'est très intéressant parce que l'histoire rejouera dans la guerre d'Espagne, hein, eh bien, les Français et les Allemands ont commencé à s'affronter. La guerre d'Espagne, bien évidemment, de 1936-37 et les années suivantes. Hein. Alors, la victoire, finalement, de la Serbie, de la Grèce, du Monténégro et de la Roumanie, va être célébrée à Paris, tout particulièrement la victoire serbe, parce que la Serbie, dans ces années-là, devient un allié de la France, et à Berlin, on a pris ce traité de Bucarest et cette victoire de la Serbie pour une véritable humiliation. Et c'est mon deuxième point, en Allemagne comme en France, eh bien, le sentiment national est totalement exacerbé dans ces années 1910-1913 par la presse, par les discours officiels et par la multiplication des incidents. Rien que dans l'année 1913, l'atterrissage forcé d'un dirigeable allemand à Lunéville, des heures, plusieurs heures entre Français et voyageurs allemands en Lorraine française, à Nancy en particulier,
Et puis, du côté allemand, à Saverne, ce qu'on appelait l'incident de Saverne, hein, des civils alsaciens malmenés par l'armée allemande, et bien évidemment, la presse patriotique française relaiera abondamment cet incident de Saverne. Alors, dans ces conditions, les deux principales puissances militaires d'Europe, que sont la France d'une part et l'Allemagne de l'autre, sont moins disposées à modérer leurs turbulents alliés russes et autrichiens dans les Balkans que de se lancer eux-mêmes dans une course aux armements en se renvoyant l'un l'autre la responsabilité de cette escalade. Berlin va voter ainsi en 1913 une loi qui augmente d'un quart les effectifs et le matériel de son armée. Paris réplique en portant à 3 ans la durée du service militaire actif qui avait été réduite à 2 ans en 1905. Par ailleurs, le gouvernement français va resserrer ses liens avec ses partenaires de la Triple Entente, le Royaume-Uni et la Russie. En conséquence, l'état-major allemand cherche à rallier Guillaume II et son gouvernement à l'idée d'une guerre préventive, et ce, dès le second semestre 1913. Alors je termine par un dernier point, qui sera le dernier paragraphe, si vous voulez, de cette troisième sous-partie. En effet, dans ces deux camps qui sont en train de se cristalliser avec une montée vers la guerre qu'on sent arriver, eh bien on va chercher à obtenir de nouveaux appuis. Il n'y a rien à attendre du côté des États scandinaves, rien à attendre du côté de la Belgique, qui est neutre en fait quasiment depuis sa création en 1830, rien à attendre non plus des Pays-Bas, et d'ailleurs vous vous souvenez, c'est à La Haye qu'avaient lieu les conférences de paix. Bien évidemment, la Suisse, elle est neutre depuis l'époque moderne, rien à attendre non plus de ce côté-là. En revanche, l'Espagne, qui a proposé son alliance à la Triple Entente et qui s'est fait éconduire en raison de ses visées sur le Portugal, eh bien, aura une velléité de se retourner du côté de la Triple Alliance et finalement s'enfermera dans une forme de neutralité, de silence. Mais, par contre, il y a les États qui choisissent leur camp. Et la Triple Entente va pouvoir compter sur le Portugal, qui est un allié de très longue date de l'Angleterre, depuis le XVIIIe siècle, depuis l'époque moderne, ainsi que sur la Serbie, qui, lui, est un allié fidèle de la France, et sur le Monténégro, et le Monténégro est aussi un allié de la France et de l'Angleterre. La Serbie et le Monténégro, en plus, sont très proches de la Russie, je vous l'expliquais, donc tout militait pour qu'ils rejoignent la Triple Entente. En outre, Londres, dans cette période-là, va renforcer très étroitement, en prévision d'une guerre possible, ses liens avec ses colonies. Passons de l'autre côté, passons du côté de la Triple Entente et en particulier des empires centraux. Il croit pouvoir s'appuyer sur l'Empire ottoman et sur la Bulgarie, les humiliés des guerres balkaniques, la Bulgarie, la grande humiliée du traité de Bucarest. Par contre, il y a un cas particulier, c'est l'Italie, vous l'avez compris, j'ai insisté sur ce point. L'Italie mène double jeu et en Allemagne, eh bien, on n'est plus dupe à Berlin, à la Wilhelmstrasse, on n'est plus dupe du double jeu italien et on pensera au début de l'année 1914 qu'il n'y a probablement rien à tirer de positif de ce côté-là. Voilà, je vous remercie pour ce cours numéro 3 et nous nous retrouvons pour un cours numéro 4 que je mettrai en ligne, je l'espère, dès demain. Au revoir.